Moi, c'est parti. Bonjour Franck, ça va? Bonjour Ambeline. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un peu, s'il te plaît? Je m'appelle Franck Mathieu, je fais des recherches en permaculture depuis une vingtaine d'années et je me passionne pour deux sujets, c'est la phytosociologie, donc la vie sociale des plantes afin de refaire des jardins-forêts, et la sociologie humaine afin de refaire des communautés complémentaires et pas compétitives, qui va mettre en évidence en fait les spécificités de chaque être humain, les valeurs qu'on a envie d'incarner sur Terre. Et donc on a chacun un peu un rythme différent d'évolution, qui fait qu'on va être plus ou moins adapté à certains groupes, à certains projets, avec des valeurs spécifiques, que ce soit le capitalisme ou l'écologie. Ça marche. Et donc, du coup, si tu devais résumer, j'ai l'impression que la permaculture, il y en a qui ont des définitions différentes ou c'est assez large comme sujet. Et donc, du coup, si tu devais le résumer en une phrase, tu dirais quoi? Alors en une phrase ça va être dur, bonjour le pigeon. Ou le plus facilement Donc le plus possible. succinctement possible, c'est une méthodologie, c'est pas une méthode, une méthodologie de conception écologique qui tend à développer des écosystèmes nourriciers pour la race humaine et qui tend à combler les besoins des êtres vivants, enfin des êtres humains en faisant partie des êtres vivants, et donc les besoins des êtres humains, des animaux qu'ils élèvent, des animaux sauvages qui sont autour et de l'écosystème qui permet à tout ça de vivre. Donc c'est une façon de pouvoir concevoir un monde meilleur de façon multiple, qu'on soit capitaliste et qu'on veuille faire une économie verte, ou qu'on soit anarchiste et qu'on veuille vivre en réclusion, un peu en marge de la société. C'est un espèce de kit qui permet de concevoir un monde meilleur, quelles que soient nos valeurs, et ce qu'on a envie d'incarner. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ça finalement? Comment t'as eu un déclic Alors c'est des problèmes de santé en fait, c'est des problèmes à la fois de santé et des problèmes existentiels. J'ai des problèmes de dos depuis que j'ai 17 ans. À la base je suis tailleur de pierre sculpteur, je travaillais sur les cathédrales et rapidement je me suis aperçu que physiquement j'allais pas pouvoir faire ce métier toute ma vie en fait, que j'allais pas tenir. Et en même temps que je voyais les 70% de la biodiversité disparaître, j'avais vraiment l'impression que le monde est en train de s'effondrer et toi tu es là à restaurer des vieilles cathédrales pour rien. En fait ta place elle n'est pas là. Il y a des choses importantes à faire sur Terre et voilà, il faut que tu t'occupes de ce que tu es venu faire sur Terre. J'avais une espèce de sentiment d'urgence, de mal-être social. Je me sentais mal en fait, dans la société, au travail. Pour moi la vie n'avait pas vraiment de sens. Et quand je suis tombé sur le concept de la permaculture, qui était très holistique, qui abordait les rapports humains, l'alimentation, l'éco-construction, la gestion écologique de l'eau, la gouvernance, enfin, je suis tombé sur un package en fait qui donnait sens à tout ça, qui redonnait du sens en fait à tout ça. Et donc j'y consacre ma vie depuis, ça fait 20 ans. Ça marche. Et donc du coup, c'était une urgence pour toi aussi de changer. Et donc tu avais déjà l'urgence climatique en tête. Et tu avais déjà entendu parler de la collapsologie peut-être, Bon, à l'époque ça n'existait pas, non. l'effondrement. Ouais, la théorie de l'effondrement de Jared Diamond, j'en avais entendu parler. À l'époque la collapsologie n'était pas développée. Et je dirais que j'étais collapsologue avant les autres, quoi. Enfin avant les autres, je pense qu'il y a plein de gens qui ont une sensibilité à l'environnement. C'est tous ceux qui sont partis vers le bio, donc on pourrait dire que tous les bios c'est des collapsologues dans le fond. Ils sentaient qu'on ne va pas dans une direction qui va vers l'abondance, on va vers le désert et la pénurie, et qu'il fallait faire quelque chose. Mais par contre moi par rapport à la collapsologie, je pense que c'est un pan important du développement de l'écologie, c'est que ça fait prendre conscience aux gens de l'urgence que ça va pas bien se passer si on continue ce qu'on fait. Maintenant, ce que j'observe, c'est qu'on ne fait pas un monde meilleur en étant en panique, en étant dans l'urgence, en faisant des insomnies, en étant hyper tendu. Et j'observe que la majorité des gens qui sont sensibilisés par la collapsologie sont souvent hyper tendus, hyper stressés, et qu'il y a presque un travail de guérison de blessures intérieures avant qu'ils puissent passer dans le camp de ceux qui sont en train de construire un monde meilleur. Souvent, la collapsologie nous amène à vouloir détruire ce monde pourri vite fait, sachant que ce n'est pas là-dedans que sont vraiment les solutions pérennes pour les générations futures. C'est plutôt de se poser, d'observer, de concevoir les choses de façon différente et d'arriver à combler nos besoins tout en respectant les besoins de l'environnement. Du coup, qu'est-ce qui cloche dans le monde? Pourquoi c'est la merde finalement Ouh là là, c'est une question vaste, mais alors si je te donne mon humble point de vue, pour moi, la merde, parce qu'il fout la merde sur Terre,
c'est un concept qui a créé les grandes religions, c'est la dualité en fait, de croire qu'il y a un bien et un mal, qu'il y a des bonnes actions, des mauvaises actions, des bonnes herbes qu'on doit manger, puis les mauvaises herbes, il faut les arracher, des bons insectes, les coccinelles, et puis des mauvais insectes, les gastéropodes, les limaces, c'est des saloperies, je veux pas les voir, mais... Donc c'est ça qui nous amène à retirer quelque chose d'un monde qui est parfait, à vouloir éliminer quelque chose. Donc on veut éliminer le sauvage quand il nous gêne, on veut éliminer les limaces, on veut éliminer les bestioles qui nous ennuient, et on veut aussi éliminer ça en nous. On a des pulsions sexuelles, on les réfrène, on a des pulsions de colère quand on dépasse nos limites, on les réfrène. Et donc il y a une espèce de guerre, de lutte contre le vivant, à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et pour moi c'est ça le nerf de la guerre. Et je dirais que l'essence de cette destruction, ce qui fait qu'on élimine au lieu de rajouter, c'est la peur. Donc pour moi, le nerf de la guerre, c'est la peur. Il y a deux forces qui non pas s'opposent, mais dansent ensemble, la peur et l'amour. La peur, ça te repousse, l'amour, ça t'attire. Et les deux sont indispensables au vivant. Et il semblerait qu'on ait fait un espèce de truc mielleux et bisounoursesque du mot amour. Et puis que le mot peur, qui à la base est un voyant, hein, la peur c'est un indicateur de ce qui se passe en toi, et ben en fait on plonge tellement dedans, on plonge tellement dans la réaction à la peur, qu'en fait on ne peut pas construire ce qu'il y a de juste à faire, parce qu'on est dans la panique. Donc si je prends un exemple dans le couple, les trois quarts du temps, par peur de perdre l'autre, je ne vais pas lui dire ce que je ressens et ce que je pense, parce qu'il pourrait mal le prendre, donc du coup je le dis pas, donc la relation s'étiole et on se sépare. C'est ma peur qui a créé le résultat que je voulais pas voir, la séparation, et parce que j'avais peur de la séparation, ça a créé la séparation. Par non-confrontation à ce fait, peut-être on va se séparer, l'important ce serait d'en parler, de clarifier, d'essayer de dire qu'est-ce que je ressens à l'autre. Et donc ça c'est l'exemple dans le couple, hein, comment on peut bousiller son couple juste par peur de le perdre. Et puis on fait la même chose avec l'environnement, par peur de manquer, par peur d'avoir faim. Et ben on va déglinguer tout l'environnement, faire des champs, des greniers, des machins, par peur du manque. Et à la finale, ces champs détruisent l'environnement, fait qu'à la fin on va tous crever de faim. Donc du coup c'est tout le temps en fait, c'est la peur va nous amener à voir le résultat justement de ce qu'on veut pas. Donc voilà, pour moi s'il y avait un nerf de la guerre à un point sur lequel mettre le doigt, c'est la peur qu'il y a en nous, cette agitation qu'il y a en nous, d'arriver à l'entendre comme un voyant, mais sans plonger dedans dans la panique, parce que ça nous indique réellement quelque chose, il y a une action à faire, mais les trois quarts du temps on ne fait pas l'action adéquate, parce qu'on est dans la peur plutôt que dans l'amour et dans la confiance. Donc du coup, tu as eu pas mal d'expériences par rapport à ça, tu as fait la CNB, La CNB, donc la communication non violente, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de la gestion de conflits. Mais finalement, ça marche ou c'est des outils qui sont redoutables, enfin qui sont... c'est comme si tu me posais la question, une fourchette ça marche, bah oui, pour piquer dans une assiette, pour crever l'œil de ton voisin, pour ouvrir une canette de bière, oui ça marche. La question c'est qu'est-ce que tu veux en faire et est-ce que tu utilises l'outil de façon adéquate. En tout cas pour gérer sa peur, oui c'est des outils qui peuvent vraiment donner des capacités d'introspection et puis pouvoir changer nos relations, changer notre relation au monde, changer notre relation à nous-mêmes, l'œil qu'on a sur nous. Par exemple, la malveillance qu'on va avoir quand on est maladroit, quand on s'est mis en colère, quand on a osé pleurer devant les autres quand on est un garçon, quand on a osé se mettre en colère et taper du poing quand on est une fille. Les trois quarts du temps, la peur va faire qu'on ne va pas oser. En tant qu'homme, je ne vais pas oser montrer ma sensibilité, ma fragilité. Et en tant que femme, je ne vais pas oser ma force et le yang qu'il y a en moi parce que j'ai peur qu'on me rejette, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que... Et la communication non violente nous donne vraiment un outil qui permet d'exprimer ça, qui permet de dire, tu sais, quand il se passe ça, en fait, je me sens un peu comme ça, un peu tendu, un peu inquiet, parce que j'aurais besoin de ci, de ça. Ça permet d'aborder on pourrait dire des sujets lourds avec des jalons qui vont permettre de faire émerger en fait les besoins qu'il y a derrière les sentiments qu'on vit, et ensuite de pouvoir combler ces besoins, de trouver des stratégies pour combler les besoins. Donc oui, pour moi, c'est des outils qui sont fondamentaux pour le changement. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les colibris se forment à la communication non violente. Dans les éco-hameaux, les éco-villages où ça fonctionne, où ça s'écoute, c'est parce qu'ils pratiquent la communication non violente. Les couples où on voit des gens harmonieux, qui ont un rapport harmonieux à leurs enfants, souvent ils pratiquent la communication non violente. Et alors je ne veux pas dire que c'est une panacée,
que n'importe qui peut attraper le package comme ça et le mettre en application tout de suite. Il y a un cheminement avant d'intégrer la communication non violente. Et dans ce cheminement, on peut avoir l'impression que l'outil n'est pas efficace. Mais c'est pas l'outil qui défaille, c'est plutôt ceux qui l'utilisent. Ça marche. Et donc du coup, tu citais le Colibri. Et il y a beaucoup de groupes comme ça, ils font partie de la permaculture, eux. Alors pour moi, les Colibris, c'est vraiment le réseau francophone de permaculture. Parce que l'approche qu'ont les Colibris est holistique, intègre complètement la permaculture et ont créé un réseau qui est complètement inclusif, ce qui n'était pas le cas avec les autres réseaux qui avaient été créés avant, l'Université populaire de permaculture, le réseau Brin de Paille, où c'était des réseaux qui étaient plus ou moins exclusifs, qui détiennent plus ou moins la vraie permaculture, qui demandent aux gens d'avoir certaines compétences ou certaines diplômes, voilà, pour pouvoir faire partie d'eux. Alors que le réseau Colibri est très très inclusif, il touche tout le monde en fait, et ils excluent personne dans leur façon de faire. Et j'adore leur approche. En gros, si on veut avoir 8 personnes actives, impliquées, si on veut avoir le groupe pilote avec 8 personnes, il faut avoir attiré à peu près 80 000 personnes. Et sur ces 80 000, il y en a 8 000 qui sont vraiment intéressés. Sur les 8 000, il y en a 800 qui peuvent passer à l'action. Sur les 800, il y en a en gros 8 qui vont pouvoir être disponibles, se mettre au service du truc sans mettre leur ego trop en avant et arriver à collaborer ensemble. Et ça, si tu veux ces 8, il faut que tu aies attiré 80 000 personnes. Il faut que tu aies accepté que c'est le cheminement et que créer des MOOC qui vont attirer 80 000 personnes, ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de sérieux, ça demande beaucoup de méticulosité qu'ont le groupe des Colibris et qu'on ne retrouve pas dans la majorité des autres réseaux que j'ai pu voir ou auxquels j'ai pu participer. Et à l'international, il y a un réseau permaculture. Alors, le réseau de permaculture international, contrairement au réseau français, est inclusif. Donc, par exemple, si on veut publier qu'on fait un cours de design en France à telle date, ils ne vont pas venir vérifier si tu es diplômé ou pas. Ils vont juste te renvoyer vers ta responsabilité, en fait, fais les choses, est-ce que tu respectes un peu le protocole international, et donc ils vont avoir des trucs qui sont labellisés. Donc quand tu vois dans les formations qu'il y en a qui ont des labels, il y en a qui n'ont pas de label, mais ils ne vont pas dire on ne va pas publier ta formation parce que tu ne fais pas partie de notre réseau et que tu n'as pas la médaille du groupe de ceux qui sont soi-disant formés ou compétents, quoi. Donc on peut prendre, il y a beaucoup d'élèves de Bill Mollison, Rosemary Moreau par exemple, Robin Francis, Geoff Lawton, les plus connus dans le monde n'ont pas leur diplôme et enseignent partout dans le monde sans aucun problème, sans que ça génère de guerre, sans que il y a des critiques de dire oui mais lui il fait des formations mais il devrait pas. Donc voilà, les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts que les français à plein d'égards, dans l'éducation, la transmission du savoir. Ils sont beaucoup plus inclusifs qu'exclusifs. Donc ça c'est un peu la spécificité des Français, on n'a pas à en être fiers. C'est qu'on voit dans les réseaux francophones de permaculture se reproduire ce qu'on voit dans l'éducation nationale, ce qu'on voit dans beaucoup d'autres façons de faire à la française, qu'en général, que ce soit pour les pédagogies actives ou pour le monde anglo-saxon, on les navre en fait, dans cette façon de se faire la guéguerre et puis de ne pas collaborer les uns avec les autres pour des histoires de médailles et d'ego. C'est un petit peu dommage et je constate aussi que c'est un petit peu dommage. Et donc du coup en France il y a beaucoup de législation et tu as quelle approche des règles qu'on peut avoir dans l'agriculture conventionnelle? Je pense que sur les graines par exemple, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors c'est quoi mon point de vue sur le sujet? Ouais. On peut pas faire mon point de vue c'est que c'est un peu comme les vers de terre, les campagnols, Monsanto, Macron, mon voisin. Il y a plein d'éléments comme ça, si tu me donnais le choix, je te retirerais ça parce que ça me dérange. Sauf que la permaculture nous invite à accepter ce qui est et à interagir avec. Donc du coup, mon point de vue par rapport à ça, par rapport à la législation sur les semences, c'est qu'il y a des chaînes de cause à effet, il y a des raisons pour lesquelles ça se passe. Et la question c'est comment on va faire avec ça. Donc comment on diffuse les semences, que ce soit de façon hors la loi ou dans la loi,
comment on respecte le cahier des charges européen pour pouvoir diffuser les semences en les respectant, et comment on chinte le cahier des charges, comment on se met en association pour pouvoir diffuser les semences de façon gratuite. Il y a tous les cas de figure possibles, et j'ai pas vraiment d'avis sur la question. En fait, la question c'est comment on fait en sorte que les générations futures aient des ressources, que ce soit sur les semences ou autre chose que le système essaye de chanter et de faire disparaître. Et par rapport au scandale de Monsanto, ça te met pas en colère, t'as pas envie de te révolter, il n'y a pas des gens Alors, qui... ce serait te mentir de te dire que je n'ai jamais été en colère. Maintenant, je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que tu serais venu à ce PDC? Est-ce que tu es une chercheuse de solutions s'il n'y avait pas un problème? C'est Dans grâce les au faits, problème, bien sûr. Dans les faits, non. Dans les faits, en fait, on pourrait dire que Monsanto et sa politique agressive de contrôle des semences et de destruction de l'environnement force la race humaine à prendre conscience et à se démener pour survivre, en fait. Si on ne fait pas face à ces consortiums, ils vont nous faire disparaître et ils vont faire disparaître l'environnement. Donc du coup, ça nous force à prendre une responsabilité qu'on n'aurait jamais prise. Moi, pour ma part, si le canapé est confortable, qu'il y a des bonnes émissions à la télé et qu'il y a à manger à côté du canapé, j'ai pas de raison de me mettre debout. Je vais me mettre debout quand je vais commencer à avoir des problèmes de santé parce que j'ai mangé trop de chips et de popcorn, parce que j'ai des problèmes de dos parce que je suis trop avachi dans mon canapé. Mais dans le fond, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de trouver la solution, quoi. Et donc on pourrait dire qu'on s'est assis dans un canapé confortable qui s'appelle le productivisme et la délégation de pouvoir à des élus, ce qui amène tout ce champ de conséquences. Alors si l'acte de voter est la façon de dépenser 1 euro, oui, je vote tous les jours et très régulièrement. Si ce que tu me demandes c'est est-ce que je donne mon pouvoir à un être humain qui va prendre des responsabilités à ma place, là non. Je dirais si est-ce que je vais signer mon bulletin tous les 5 ans? Non, je vais pas. J'ai arrêté de voter à 22 ans quand je me suis aperçu que le fait que je vote nul, qui disait clairement aucun élu ne représente mon point de vue, ou que je vote pas, on mettait ça dans le même chiffre. Vote nul, vote blanc, 0, truc muche. Donc je me suis dit à un moment, mon temps il est précieux. Cette matinée que j'ai perdue à aller voter, j'aurais pu la passer à faire un poster sur les jardins-forêts, à faire une recherche sur un insecte régulateur du carpocap de la pomme. Voilà, mon temps il est précieux, j'aime pas le perdre, j'aime pas pisser dans un violon. Et concrètement, de mon point de vue, alors là ça n'engage que moi, quand je donne ma voix à un porte-parole, je laisse parler le porte-parole et après je me tais. Et moi j'aime bien parler en fait. Donc si je veux garder mon droit à la politique, je ne donne pas ma parole à un porte-parole, je porte moi-même ma parole et mes actions. Parce que donner mon pouvoir à un porte-parole pour qu'il fasse des lois pour forcer les gens à manger bio ou à Monsanto, à pas bidouiller l'environnement, sachant que c'est avec mon pognon que tout se passe, hein, ce qui rend riche Monsanto, c'est pas le pognon des fonctionnaires, des élus, hein, c'est le pognon de tous les gens qui achètent sans se poser de questions. Du Monsanto, il y en a sous toutes les couches. À la moindre pizza que vous achetez Monsanto. Ayez bien conscience, hein, à chaque fois que vous achetez une pizza, vous achetez la destruction de l'environnement pour faire du blé, la destruction de l'environnement pour faire du fromage, la destruction de l'environnement pour faire des tomates, et vous participez à tout ça, et vous venez de poser votre bulletin de vote, vous dites « Oui Monsanto, je te prête allégeance, et je te donne mon pognon, et je vais irriguer ta rivière. » Et tu peux voter autant que tu veux des élus, tant que tu poseras ton pognon, il sera riche et il achètera tes élus. Voilà mon point de vue en fait. Donc je préfère largement voter à chaque euro, à chaque centime d'euro que je dépense, c'est un bulletin de vote. Tu penses pas qu'il y a du pouvoir dans la taxe carbone qu'ils peuvent installer ou d'autres outils Si, certainement. Maintenant, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a jamais aucun porte-parole qui m'a donné confiance. Aucun. Même Mélenchon, là, aux dernières élections, mais je le voyais, moi, je vais être un peu cru en disant ça, mais je voyais un vendeur de fumée, comme j'ai toujours vu des vendeurs de fumée. Le travail de ces gens, c'est faire rêver les gens, leur dire petit, suivez la carotte, votez pour moi, je vous fais rêver d'un monde plus écolo, plus. Donc moi, ça me terroriserait que d'un seul coup, il y ait un élu qui commence à parler de permaculture et qui dise votez pour moi, on va faire un monde permacole. Parce que, en fait, je crois que inconsciemment, j'aurais tendance à lui donner ma responsabilité. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on nous ponde la dictature la plus pernicieuse qu'on ait pu faire, parce qu'en fait on nous ferait croire qu'on va nous faire un monde qui nous va.
Alors qu'en fait, ce monde, de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, c'est à nous de le faire. C'est pas, à un maire de t'imposer de mettre des arbres fruitiers dans ton jardin, c'est à toi de le faire. Et si tu le fais, le maire, il peut que te suivre. Donc pour moi, pourquoi aller demander l'autorisation et pourquoi ne pas faire ce qu'on considère avoir à faire? Et je m'aperçois que le nerf de la guerre, c'est le pognon. Hein. Ça, c'est la façon dont on dépense notre argent. Est-ce que tu irrigues la rivière du bio ou est-ce que tu irrigues la rivière de Monsanto? Enfin, encore du bio, de la permaculture et du respect de l'environnement, parce que bio ne veut pas dire forcément écologique. Alors, est-ce que tu trouves qu'il y a des pratiques agricoles idéales à mettre en place? Alors la pratique agricole idéale à mettre en place, en fait, c'est celle qui donne du sens à ta vie. Donc si tu es un agriculteur pétro, continue à faire ce que tu as, jusqu'au burn-out, jusqu'au cancer, jusqu'à ce que d'un seul coup ça donne plus de sens à ta vie. Si tu sens que ça donne pas de sens à ta vie, change. Fais un pas de travers, quel qu'il soit, mais moi j'ai pas de leçon à donner. Tu sais, c'est difficile en fait quand tu es agriculteur, que tu t'es engagé, que tu as pris des tracteurs, que tu as des crédits, que tu as sortir de cette mélasse, c'est pas forcément facile. Et concrètement, je n'ai pas de clé en main à donner aux gens. Je dirais que si vous voulez faire du maraîchage bio, intéressez-vous à Maraîchage sur le sol vivant, aux études du Bec et Loin, à Jean-Martin Fortier, Elliott Coleman. Si vous voulez faire de l'autosuffisance alimentaire, intéressez-vous à ce qu'on fait, la forêt nourricière, Damien Decars. Si vous voulez faire de la grande culture, intéressez-vous au réseau AFAF, l'Association française d'agroforesterie, ou AGROUF, ou le GRAB, les CIVAM. Enfin bref, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les oiseaux. La question c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous mettre dans le bec et est-ce que c'est la nourriture adaptée? Et donc du coup, quel est ton rapport avec l'argent? tu, tu vis comment? Tu arrives à subvenir à tes besoins avec tes revenus? Alors mon rapport avec l'argent, c'est que pour moi c'est une énergie. Hein. J'arrive à vivre de mon activité. Je vis essentiellement des designs que je fais pour mes clients et des formations que je fais pour la forêt nourricière. La vente de mes livres sert à financer des recherches, à payer des salaires à des personnes comme Tony qui fait l'organisation, la coordination. Donc oui, je vis de mon activité, j'ai pas à me plaindre, enfin je vis bien de ce que je fais. Et donc mon rapport à l'argent, c'est que c'est une énergie en fait. Et que si on laisse que Monsanto, Universal et tous les grands groupes, Total, machin, jouer avec l'argent, et que tous les écolos essayent de vivre sans argent dans un rapport anarcho-décroissant, c'est un petit peu comme si on laissait le pouvoir à ceux qui on ne veut pas qu'il l'ait. Je me souviens du discours de Pierre Rabhi quand il avait rencontré Michel Valentin. Il dit, moi, donnez-moi 1 million d'euros, je saurais quoi en faire. Hein. Et c'est vrai que si tu fous 1 million d'euros dans les mains de Pierre Rabhi, il achète des milliers d'hectares agricoles pour installer des néo-paysans. Si tu donnes ce million d'euros à un malfrat, il va acheter de la drogue, il va faire fructifier ça pour faire un empire de la drogue. Donc pour moi c'est une énergie, ça dépend, c'est comme la fourchette, c'est comme la CNV, c'est un outil, tu mets ça dans quelle main et ça va donner quoi. C'est un peu ça mon point de vue sur l'argent. Ça marche. Et donc du coup les plantes ça se rapproche aussi des médicaments en général. Et donc du coup ce serait quoi est-ce que toi tu utilises des plantes pour ta médecine Alors ce que j'utilise pour ma médecine surtout c'est d'écouter mon corps. Parce qu'en gros si tu écoutes ton corps ça va te dire quelle plante tu dois manger et qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes de manger. Mais ce que j'observe, c'est que la majorité des moments où j'ai retrouvé la santé, parce que j'ai des problèmes de santé, une dysbiose intestinale depuis des années, c'est souvent dans les périodes où je vais jeûner, où je vais plus rien faire en fait. Où d'un seul coup, je retrouve des saveurs, des intuitions, des choses qui se réagencent, non pas en faisant... Donc en rajoutant la plante qui va tuer le microbe qui me gêne, mais ce serait plutôt retirer ce qui me gêne qui amène le microbe. Et que des fois, il n'y a pas besoin de prendre des plantes pour se rééquilibrer, il y a juste besoin d'arrêter de se déséquilibrer. Donc pour moi, l'essence même de la médecine, c'est d'écouter son corps, d'écouter les signes de son corps, d'écouter sa faim, sachant que c'est à recaler ça, parce que quand on a passé sa vie à manger... à boire de l'alcool, on a faim d'alcool. Mais c'est pas une vraie faim en fait, on va pas combler un besoin, on va boucher un manque. Et par contre quand on écoute vraiment ses faims, quand on écoute ce qui est vraiment important pour nous, donc il faut savoir arriver à dissocier les désirs des besoins. En général la santé revient, la santé physique et mentale revient
Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de régime alimentaire santé particulier, que ce soit crétois, vegan, végétarien, mangeur de viande, paléolithique. L'important c'est surtout d'arriver à retrouver la cohérence en soi. Et je m'aperçois que ça a une multitude de conséquences sur tout l'organisme. Et que c'est pas forcément... je dirais que les plantes médicinales, comparées à la pharmacopée, elles sont un peu faibles. Hein, si on prend l'acide salicylique que tu vas trouver dans le saule ou dans la reine des prés, il y a une concentration vachement plus dans l'aspirine. C'est pas pour rien qu'on a inventé l'aspirine, c'était justement pour concentrer les matières actives. Donc si ce qu'on veut c'est concentrer des matières actives pour arriver à lutter contre un microbe ou contre un déséquilibre, sans se poser la question de pourquoi il y a le déséquilibre, la pharmacopée a fait beaucoup mieux que nous, et les plantes médicinales ne sont pas très efficaces comparées aux médicaments pétrochimiques. Maintenant, quand on veut vraiment, non pas retirer des symptômes, mais guérir, bon, on s'aperçoit que les plantes médicinales ne sont pas vraiment indispensables pour guérir. Ce qui est important vraiment pour guérir, c'est arrêter de se polluer, arrêter de manger des trucs industriels, des exosorbents, des anticoagulants, des conservateurs comme des nitrites et des sulfites. Enfin, bref, tout ça, on met dans notre organisme rien à y faire, et simplement d'arrêter de les mettre, ça te suffit à retrouver la santé. Ça marche. C'est une petite question comme ça, qu'est-ce qui te donne le smile le matin? Qu'est-ce qui te rend heureux tous les jours? Alors qu'est-ce qui me donne le sourire le matin? Qu'est-ce qui peut me rendre enthousiaste alors qu'on peut voir un monde qui peut être en déchéance? C'est le fait de voir ce monde en déchéance à l'intérieur de moi pendant toute mon enfance, et de voir qu'en quelques années, je suis passé d'une espèce d'immense hiver maussade, sans solution, sans pouvoir, à un espèce de printemps et un été jovial, avec des oiseaux qui chantent, des papillons, et sachant que les oiseaux et le papillon, c'est moi au sein de cet écosystème, au sein de mon propre écosystème. Donc de guérir mes blessures intérieures, de changer ma façon de communiquer et d'être plus bienveillant avec les autres, de savoir mettre des limites, et que c'est pas parce que je suis quelqu'un de bienveillant que tu vas pouvoir me parasiter, m'envahir et m'empêcher de réaliser mes rêves. Donc de savoir déjouer les conflits structurels et de plus être en relation avec des personnes qui ne m'étaient pas complémentaires, et voire même qui pouvaient avoir un comportement toxique pour moi, où je me sentais asphyxié dans la relation. Et donc d'avoir un peu appris à mieux prendre soin de moi en tant qu'être humain, ça fait que j'ai beaucoup plus de pouvoir sur moi, sur ma vie. Le fait de réaliser mes rêves et de vivre de mon activité, je m'aperçois que j'attire vers moi des gens un peu comme moi, qui ont envie de changement et qui ont envie de passer à l'action. Donc du coup ça fait que je fréquente beaucoup de gens qui sont en train de passer à l'action, ce qui me rend confiant en fait. Et donc voilà, c'est un petit peu comme si on était au changement, là, on est à la période de disparition des dinosaures en fait. C'est comme si le vieux monde, la pétrochimie, la maltraitance des enfants, les punitions, les notes, tout ça, c'était le monde des dinosaures. Il est en train de crever. Et si tu t'accroches au monde des dinosaures, ouais, c'est triste. Si tu t'accroches au monde des marsupiaux, ce qui les a remplacés, ben du coup c'est jovial. On pourrait dire que ça sent le printemps là. Là, ça sent le changement. J'ai jamais vu autant de changements que maintenant. Hein, que ce soit l'évolution de la technologie ou de la conscience humaine. J'ai jamais vu autant de responsabilités civiques maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui veulent reprendre leur pouvoir sur leur bouffe, sur leur politique, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils entendent. Donc ils veulent plus regarder la télé, qui se mettent sur des chaînes alternatives sur YouTube, qui mangent bio, qui produisent leurs légumes. Donc pour moi je trouve ça hyper enthousiasmant en fait. Il y a 15 ans, quand je faisais les premiers stages, j'avais que des anarchistes avec des dreadlocks, des 68ards aigris ou des communistes en colère. Maintenant, il y a de tout dans les stages, des infirmiers, des militaires, des profs, des instits, de tout, mais vraiment de tout. Il y a toutes les couches de la société. Et je pense que le film Demain et l'étude du Bec et Loin et tout le travail qu'ont pu faire le Bec et Loin ces 10 dernières années, ils sont pour beaucoup dans ce changement dans la conscience française. Donc moi je suis très enthousiaste finalement, je m'aperçois que les gens prennent conscience qu'on va dans le mur, et il y a de plus en plus d'acteurs pour faire en sorte de reprendre le pouvoir, que ce soit sur notre alimentation, notre habitat, notre économie, la politique, la gouvernance, enfin, tous les penchants de toutes les pétales de la fleur de permaculture. Je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent ça à bras le corps, que ce soit l'alimentation, la gouvernance, la gestion des conflits. Donc ouais, je suis très confiant sur ce qui se passe. J'ai pas peur parce que de toute manière ça sert pas à grand chose. Hein. Se mettre en panique, ça va pas faire avancer plus le schmilblick qu'autre chose. Voilà.
voilà un peu mon point de vue sur l'enthousiasme qu'il est important d'avoir si on veut faire le monde meilleur. C'est que c'est important d'avoir conscience que le monde va mal, mais c'est important aussi d'avoir conscience que le monde va bien partout. Alors du coup, si tu avais une bouteille à la mer à laisser pour les futures générations, un conseil et aussi des références. Alors, mon conseil, ce serait écoutez-vous, écoute-toi, Ombeline. Qu'est-ce qui donnerait du sens à ta vie en fait? Qu'est-ce qui te rendrait plus vivante? Peut-être que c'est d'aller faire du woofing, peut-être c'est de reprendre une école d'ingénieur, peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce qui donnerait du sens à ta vie ou qu'est-ce qui donnerait du sens à votre vie? Quel serait le premier pas que vous pourriez faire vers retrouver la vie? Vous voyez, une plante, quand elle est en bonne santé, elle a le feuillage brillant, radieux, elle fait des belles fleurs. Et quand on voit une plante fanée, malade, elle a le feuillage comme ça. Et ben, regardez-vous dans la glace. Est-ce que vous voyez des traits comme ça ou des traits comme ça? Est-ce que vous voyez votre peau qui est plutôt brillante et colorée ou plutôt grisâtre et terne? Et ça, quand vous avez ces indications, si vous avez le smile, que vous êtes beau, radieux et que vous êtes content de vous lever le matin, continuez ce que vous faites. Et si vous voyez fané, posez-vous la question dans quel biotope, à quel endroit je pourrais retrouver du feuillage, là je pourrais retrouver un peu d'oxygène et un peu de lumière pour que ma vie ait plus de sens. Donc peut-être c'est arrêter d'être militant et d'essayer de tout casser, ou peut-être c'est de devenir militant et de tout casser, j'en sais rien, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et donc après, ta deuxième question, c'était les mentors ou les gens qui m'ont le plus inspiré. Donc dans mes mentors, au niveau des relations humaines, il y a Jean Berkmans Naimana, qui n'est pas très connu, hein, c'est un thérapeute belge, c'est un ancien journaliste qui a couvert les événements du Rwanda et qui était formé à la communication non violente par Marshall Rosenberg. Donc je dirais que c'est un des êtres qui a guéri le plus mes blessures intérieures et qui m'a vraiment apporté une vision de la communication non violente qui était non dualiste. Ensuite, dans ce que je vous conseillerais d'aller voir, c'est la chaîne Communification de Isabelle Padovani. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est un des êtres éveillés qui sont les plus clairs, les plus authentiques et qui nous remettent les pieds sur terre. En fait, quel que soit notre niveau d'éveil, on reste des êtres humains, on a des besoins fondamentaux, on se mettra en colère ou on sera triste jusqu'à la fin de nos jours, ça fait partie du kit. Et tous les processus de développement personnel, d'éveil, qui peuvent vous faire croire qu'on peut avoir une vie équanime, sans tristesse, sans douleur, sans colère, c'est des subterfuges. Et moi, c'est mon constat dans mon cheminement, c'est ce qu'enseigne Jean Naimana et c'est ce qu'enseigne Isabelle Padovani. Donc voilà, au niveau du développement personnel, c'est vers eux que je renverrai, enfin surtout Isabelle Padovani, mais je vais changer le terme développement personnel, c'est du dépouillement personnel que vous allez faire. Quand vraiment vous voulez élever votre conscience, vous n'êtes pas là pour faire gonfler votre personne, vous êtes là pour la faire réduire. Et donc c'est retirer des couches plutôt que d'en rajouter. Pas rajouter des couches de théorie, c'est retirer des couches d'expérience pour pouvoir vivre d'autres expériences. Après, dans mes mentors, il y a Gérard Ducerf au niveau de la phytosociologie, c'est celui qui a écrit l'encyclopédie des plantes bioindicatrices et qui vient de finir la flore photo d'Europe. C'est à mes yeux un des plus grands botanistes vulgarisateurs. Je dis bien vulgarisateur parce que c'est pas un des botanistes les plus précis qu'on ait pu avoir sur Terre, mais par contre c'est un des visionnaires les plus larges qu'on ait pu avoir. Et donc à ramener la phytosociologie, l'étude des plantes sauvages, dans les champs, dans notre assiette et dans notre santé. Donc du coup, et quand je me suis formé avec Gérard, j'ai rencontré un autodidacte qui faisait les choses à sa manière, qui avait une immense bibliothèque, qui créait sa réalité et ses rêves, qui donnait ses formations. Et je me suis dit, je veux être Gérard, mais sauce jardin-forêt. Donc je vais développer ma bibliothèque, je vais étudier les plantes, les insectes, les sols, la botanique, fruitière, légumière, tout ce qu'on mange, des plus rustiques, de plus intéressants, que ce soit dans les variétés anciennes ou les plus modernes, pour pouvoir refaire des jardins-forêt. Et je dirais que celui qui m'a montré l'exemple de faire ce que je fais à l'heure actuelle dans ma vie, c'était Gérard. Donc ouais, il y a Gérard Ducerf. Après, dans le design en permaculture, j'ai pas vraiment de mentor. J'ai été pioché un peu partout. Je dirais qu'il n'y a pas un être vers qui je renverrais, dont j'ai l'impression qu'il a fait un package spécial au niveau du design. Donc c'est des règles de design qu'on peut trouver partout. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose?
Non, bah là, il va dire. En tout cas, tu m'as permis de pouvoir exprimer à peu près tout ce que j'aurais eu envie de partager. Donc, moi, j'ai pas de questions. Bon, bah, super, merci beaucoup. Merci à toi, Ambeline. Et puis, j'espère que après ton stage de design, tu vas faire partie des acteurs du changement. Mais je pense que tu es déjà une actrice du changement. Pas de doute. À Merci. bientôt.